Bonjour à tous. On va commencer. J'essaie de voir pourquoi on me dit ah oui, 1h24, c'est le temps qui nous reste. Bon, il nous reste 1h24. Bonjour. On a 5, donc c'est 1h29 ou c'est déjà compté? Ah, la classe. Bon, super, merci. Bonjour à tous, Elisabeth Lavie d'Utopie. J'ai le plaisir d'animer ce matin, après quelques stress ferroviaires, cette session sur le pouvoir de la raison d'être, comment concilier sens et croissance. Comme il n'a pas pu vous échapper que ce sujet a le vent en poupe, il y a une phrase de Victor Hugo que j'aime bien citer qui dit « Il n'y a rien d'aussi puissant qu'une idée dont l'heure est venue ». Alors clairement, l'heure de la raison d'être semble être venue. J'en veux pour preuve plein de choses, mais par exemple l'émergence du label Bicorp un peu partout dans le monde. On va en parler aussi avec nos intervenants. Vous savez que les deux motos de Bicorp, qui aujourd'hui est présent dans plus de 60 pays, c'est Using Business as a Force for Good, donc utiliser l'entreprise pour en faire une force de changement positif, et For Purpose, For Profit, donc quelque chose comme, disant qu'au fond, on peut être à but lucratif et servir l'intérêt général ou l'intérêt collectif. Le deuxième signe de l'émergence de cette idée, pour moi, c'est la propension croissante qu'ont les entreprises à vouloir relier leur stratégie ou leurs activités d'ailleurs aux 17 objectifs de développement durable des Nations Unies, les fameux ODD, sur lesquels d'ailleurs Bicorp en début d'année prochaine lance une espèce d'équivalence entre le questionnaire d'évaluation Bicorp et les ODD pour pouvoir permettre pas juste de dire je m'engage sur tel ODD, mais j'évalue ma performance sur tel ODD. Soit dit en passant. Le troisième signe de cette émergence, c'est les prises de position du premier fonds d'investissement au monde. Je ne sais pas si vous avez vu l'autre jour le documentaire sur Arte qui disait qu'ils étaient de BlackRock, qu'ils étaient hyper bien équipés pour anticiper les tendances, etc. Auquel cas, s'ils ont bien anticipé cette tendance, c'est peut-être au moins le signe que effectivement cette histoire de raison d'être est en train d'émerger, puisque ça fait 2 ans maintenant que Larry Fink, le patron de BlackRock, prend en début d'année dans sa lettre aux entreprises dont il est actionnaire des positions assez forte. Il dit pas vraiment quand, il dit pas comment, mais il dit à terme BlackRock n'investira plus que dans des entreprises qui ne se contentent pas de minimiser leurs impacts négatifs sur la société, mais qui essaient d'avoir une contribution positive. Donc ça renvoie directement à cette histoire de raison d'être, évidemment. Et puis le quatrième signe, c'est évidemment en France, mais ça ne se passe pas qu'en France, c'est quand même utile de le savoir. La loi Pacte, l'émergence des entreprises à mission, de la raison d'être. Je ne sais pas si on peut décréter, du reste, on attend le décret d'application, mais enfin, je ne sais pas si on peut décréter le sens ou décréter la raison d'être, mais en tout cas, clairement, le rôle aussi de cette réglementation, c'est de changer la norme sociale dans ce que les chefs d'entreprise voient comme étant, on va dire, ce qu'il est bon de faire, ce qu'ils doivent faire en tant que chef d'entreprise. Et on voit très bien, enfin nous, clairement, on le voit beaucoup, sur Bicorp notamment, puisqu'on anime la communauté Bicorp en France pour l'instant, encore un peu pour quelques mois, mais on voit très clairement que ça amène plein d'entreprises à se poser cette question au fond de « tiens, si je formulais ma raison d'être, qu'est-ce que je mettrais ?» Ce qui est un exercice évidemment vertueux. Alors, l'idée derrière tout ça, c'est comme la citation de Spiderman que j'aime bien, vous savez, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est-à-dire, on peut s'affliger du pouvoir que les entreprises ont dans le monde, dans nos sociétés, et on peut aussi essayer de manière plus prosaïque peut-être de mettre cette puissance, qui est la puissance de l'argent, la puissance de la créativité humaine, au service du changement positif, au service de la résolution des problèmes, y compris des problèmes les plus graves ou difficiles de notre temps. Bon, en même temps, chaque médaille a son revers, et donc très clairement, il y a avec tout ça aussi le fait que ce sujet devienne entre guillemets à la mode, ce qui ne veut pas forcément dire que cette mode va passer, mais enfin dans l'émergence d'un sujet, il y a toujours une espèce de tourbillon on ne sait pas trop au départ si ce n'est pas un tourbillon de surface, une ébullition de surface. On a clairement aussi un risque alors de raison d'être washing, de purpose washing, de mission washing qu'on voit poindre en même temps forcément que le sujet, avec l'idée que, au fond, la raison d'être, même si elle est joliment formulée, qu'elle soit en une phrase ou en 4 pages, puisqu'aujourd'hui, dans ce qu'on a vu post-loi Pacte, on a un peu les deux,
Moi, personnellement, je préfère les une phrase, mais on pourra en discuter plus tard, notamment dans l'atelier qu'on anime à 11 heures sur le même sujet, d'ailleurs. En tout cas, au-delà de la déclaration d'intention qui est affichée dans la raison d'être et qui est déjà pas mal, parce qu'au fond, elle engage quand même celui qui la formule, évidemment, la question, c'est comment, et on voit, pour éviter le mission washing, le raison d'être washing, etc., émerger aussi la nécessité d'incarner, au fond, cette raison d'être, cette mission, dans des pratiques, des offres, évidemment, notamment dans l'offre de produits et services, et pas avec l'idée d'avoir juste une petite gamme verte, écolo, éthique, qui traduisent la chose en actes, mais vraiment de voir comment on fait évoluer 100% de l'offre ou 100% du business model de l'entreprise, comment c'est traduit évidemment dans la gouvernance. Bon, bref, plein de choses très concrètes qui permettent de montrer que c'est pas du pipeau, y compris d'ailleurs aussi parfois, on en parlera peut-être aussi, dans des renoncements. Autrement dit, une fois que j'ai formulé ma raison d'être ou ma mission, nous on dit beaucoup ça à nos clients, si ça ne vous oblige pas à renoncer à quelque chose, il y a un problème, en fait, parce que c'est censé faire des choix. Donc, par définition, choisir, c'est renoncer. Voilà les sujets, en gros, qu'on va aborder dans cette table ronde. Merci à tous les trois d'être avec nous aujourd'hui. On va commencer avec Marc Lung. Alors, je suis très impressionnée parce que à ma gauche, mes deux camarades avec casque sont des entreprises labellisées Bicorp et sont parmi les meilleures notes au monde, dans les 3000 et quelques, Climène, c'est ça, entreprises de 60 pays, et que cela comprend Patagonia, j'insiste pour ceux qui connaissent Patagonia. Donc ces deux personnes à ma gauche ont des notes supérieures à celles de Patagonia, donc vous avez extrêmement de chance, comme moi, de les entendre aujourd'hui. Oui, bah oui, on peut, parce que... Ouais. Oui, parce que pour ceux qui ont essayé de faire le questionnaire, et je vous invite à le faire puisqu'il est gratuit, accessible et en ligne pour votre entreprise, vous verrez que ce n'est pas du gâteau. En gros, d'avoir plus de 80 points qu'il faut pour être certifié Bicorp, et alors plus de 151 qui est le score de Patagonia, moi ça me paraît complètement inaccessible, même dans 25 ans, Utopie venant de fêter ses 25 ans, je me dis peut-être on a encore 25 ans pour y arriver, mais c'est même pas sûr. Alors Marc, on va commencer par vous, donc à tout seigneur, tout honneur, puisque vous êtes carrément l'entreprise la mieux notée au monde dans le questionnaire Bicorp, avec 189 points, c'est ça, Climène ? 180, oui, bah c'est déjà tellement... 180 sur 200 quand même, vous pouvez le réapplaudir, parce que avant même de savoir comment il a fait, c'est déjà un truc de dingue. Alors, vous allez nous présenter Equilibrium, et puis ce qui serait bien, c'est qu'on essaie d'avoir à chaque fois, et ça sera un peu les mêmes questions pour tout le monde, comment vous avez formulé votre purpose, comment cette entreprise est née, autour de quelle raison d'être, ou à quel moment cette raison d'être, en tout cas, a été articulée, formulée, structurée, et puis par rapport à ce que j'évoquais sur le risque de purpose washing, la nécessité d'incarner ça dans des pratiques, des actions, des offres très concrètes. Je vous demanderai à tous les trois en fait, d'illustrer concrètement comment ça se traduit en engagement, en action concrète. Est-ce que ça vous oblige à renoncer aussi à certaines choses et puis peut-être, vous spécifiquement, je vous demanderai aussi de resituer ce que Bicorp vous amène dans ce contexte-là. Voilà, merci beaucoup. Que je sais que vous avez quelques slides, donc j'ai posé toutes mes questions à l'avance, comme ça maintenant, il répond. Okay, this is on. It's good. Oui, voilà. Tout d'abord, je suis désolée si je ne peux pas parler français. Et je suis honorée d'être ici. J'espère que nous aurons une bonne conversation tous ensemble. Je m'appelle Marc Lung et je suis PDG de Equilibrium. Et tout ceci a un but, c'est de faire de l'argent, de gagner de l'argent. Mais beaucoup d'entreprises le font aux dépens des gens qui sont sur la planète. Et la raison pour laquelle on est ici, c'est qu'on voit l'émergence d'entreprises qui font de l'argent, qui gagnent de l'argent, mais en ajoutant des petits extras. Des extras comme par exemple comment on peut tricher avec les gens qu'on emploie, comment on peut les tromper quelque part. Et c'est ce qu'on appelle la responsabilité ou les objectifs. Mon grand-père avait une entreprise qui vendait des pneus pour les voitures.
Et la société avait un nom, mais tous les clients appelaient cette entreprise Honest John. Honest John's. Donc, les gens qui allaient s'acheter des pneus disaient on va chez Honest John's. Je sais que ça s'est développé, mais après, mon grand-père trouvait que ce qui était le plus important, c'était d'être juste avec les gens, équitable. Alors mon grand-père s'est posé la question, comment est-ce que je peux faire ça tout le temps? Et sa solution à cela, c'était modifier l'entreprise. Donc, il voulait faire d'abord le bien, et puis il a décidé que l'entreprise était un bon mécanisme pour faire le bien. Et ça montre que pour avoir une nouvelle race d'entreprise, il faut faire quelque chose. Et c'est là qu'on va maintenant. Nous avons commencé, et il y a 4 biologistes parmi les fondateurs de l'entreprise. On a commencé à chasser d'abord à chasser les singes, et puis à chasser les papillons, à s'occuper des arbres, et puis on a eu un problème. Et tout d'un coup, on s'est posé la question, comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème? Et en Afrique, probablement dans le monde, il y a 3 questions. D'abord, vous pouvez demander au gouvernement de mieux traiter les gens avec les taxes, etc. Mais en Afrique, ces 2 entités sont très inefficaces. Et donc, on devait avoir des entreprises pour faire quelque chose de bien. Alors, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire de bien dans l'entreprise? On a décidé d'utiliser 4 questions. Choisir des services et des produits qui permettaient de résoudre ce problème. Mais les choix que nous faisons dans notre entreprise devaient être oui aux 4 questions. Produits et services dans une entreprise et ressources naturelles. Est-ce que ça crée des emplois? Est-ce que ça améliore la vie des gens? Et est-ce que ça crée une véritable masse de salariés qui soient créatifs? Je ne sais pas comment faire avancer les transports. Voilà. Ce que nous avons fait, c'est qu'on a choisi des services et des produits qui faisaient les 4 choses. D'abord, nous avons eu 3 décisions qui travaillaient vraiment dans l'entreprise, et il y en a 2 qui sont venues après et qui sont émergentes maintenant. Par exemple, on a appris à cuire d'une autre manière. Et en Afrique, il y a 2 sources de carburant ou de combustible que vous pouvez utiliser, le bois et le charbon de bois, et c'est toujours fait avec du bois. Et donc, on a choisi un carburant ou un combustible qui peut être un combustible grâce, par exemple, à la canne à sucre. Et puis, l'électricité solaire. Nous avons également une division microfinance pour faire des start-up avec des femmes. Et puis, nous avons également un certain nombre d'idées en ce qui concerne la gestion des déchets. Donc, rappelez-vous que c'est là qu'on a passé notre temps en tant que biologiste, puisque nous sommes dans la forêt équatoriale au Kenya. Et pour travailler là-bas, on s'est dit qu'il fallait pas seulement créer des produits pour préserver la forêt, mais il faut également créer des emplois pour les gens qui vivent dans la forêt. C'est ça qui a déterminé notre entreprise. Donc, à mesure que nous avancions dans cela,
vers Bicorp, si vous voulez. Ce n'était pas simplement avoir des produits, des services que vous choisissez de vendre, mais vous voulez faire des choses qui sont bien pour les gens de la planète. Mais il y a un moment dans l'entreprise où vous devez prendre des décisions. Est-ce que on va engager des gens comme ceci et les payer comme ça, ou bien le contraire? Ou est-ce qu'on a des mauvais matériaux? Comment est-ce qu'on va transporter? Et toutes ces décisions doivent se baser sur un équilibre entre les différents arguments. Donc, il faut toujours se poser ces 4 questions. Davantage d'emplois, on doit le faire comme ceci, comme cela. Dans un cas, vous allez créer moins de déchets. Est-ce que dans un autre cas, vous allez le faire différemment? Donc, vous devez toujours peser le bien et le mal, toujours à la lumière de Bicorp. Donc, lorsqu'on a commencé en 2009, nous étions 4 et nous avions nos petites réunions en dessous d'un arbre. C'était ça notre bureau. Là, en sombre, vous voyez la forêt au Kenya, et c'est là que nous passions notre temps. Notre bureau était un arbre qui était juste à l'extérieur. Donc, les 3 ou 4 premières années, non, mais vous n'avez pas vu la dernière, mais en tant que scientifique, on voulait suivre tout. On voulait garder des archives sur tout, pas seulement les choses qu'on avait, mais également les graphiques, le nombre de gens qu'on employait. Nous avions toutes les données, et après 9 années, les petits points, ce sont des gens qui ont été influencés par nos produits, ou bien ils les utilisent, ou ils les vendent, ou ils les distribuent. Et donc, pour répondre à ces 4 questions, est-ce qu'on préserve les réserves naturelles? Est-ce qu'on a des bons produits et services? Est-ce qu'on contribue à un certain nombre d'hectares à préserver? On a 80% de femmes qui travaillent chez nous, et les produits sont utilisés par plus de 400 000 personnes au Kenya. Ça permet aux gens également d'économiser de l'argent, d'économiser du temps, d'avoir également du temps pour devenir mieux éduqués. On paye, par exemple, pour leur instruction aux États-Unis, on les forme à un certain nombre d'emplois. Donc, lorsqu'on prend toutes ces décisions dans ce domaine-là, nous apportons des changements. Et ce sont, bon, parfois, c'est des décisions qui doivent être prises avec des actionnaires, et on se rend compte que les actionnaires ne sont pas les bons pour des décisions comme celle-là. Donc, et cette dernière photo est intéressante. Je suis ici au nom de mes partenaires kenyans. Ils ont été invités, mais on ne leur a pas donné le visa. Et donc, je leur ai demandé, qu'est-ce que je peux dire en votre nom? Et étant donné que vous ne serez pas là, et il y a un mot en swahili qui est Rwambe. Rwambe, ça veut dire pauvre ensemble. Et ils ont dit Rwambe. Demandez à ces gens de se joindre à nous. Faisons que Rwambe soit une communauté d'entreprises mondiales dans le monde entier qui montre le chemin. Et ça, c'est un défi. La communauté d'entreprises qui ont un but singulier, un seul but. Et il a dit, ce serait bien si vous pouviez me rejoindre, et ensemble, à ce moment-là, nous pourrons
gagner encore 2 millions d'hectares de forêt. Nous pourrons avoir une réduction de 10 millions de tonnes de CO2 dans l'atmosphère et on pourra avoir quelque chose comme 100 000 emplois. Battre la pauvreté et la déforestation, c'est un défi pour vous et c'est ça qu'ils m'ont demandé de dire en leur nom. Rassemblons-nous pour un but unique et singulier. Deux questions avant qu'on passe à l'orateur suivant. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Un dilemme difficile pour l'entreprise. Par exemple, vous auriez dû faire ça, mais en raison de votre objectif, vous avez décidé de ne pas le faire. Bon, par exemple, on faisait des réchauds ou des fours qu'on utilisait avec les gens là-bas. Et la meilleure manière, c'est d'avoir une usine centralisée. C'est la manière la meilleure de procéder et de faire en sorte que tout le monde vienne en endroit. On centralise tout. Mais dans cette partie du monde, les femmes se sont déjà organisées de manière informelle en groupe. Et donc, nous utilisons ces groupes informels et on leur a donné des prêts pour établir leur propre mini-usine, si vous voulez, leurs petites usines où elles font les choses. Ça coûte un peu d'argent, c'est parfois très dur à transporter, c'est bizarre aussi parfois, mais c'est comme ça qu'on fait les choses. Parfois, on a les singes aussi qui nous empêchent de faire les choses comme il le faut. Et vous avez des micro-usines. Vous en avez 15 maintenant. Vous en avez 15. Ma deuxième question, c'est comment est-ce que vous convainquez les jeunes entrepreneurs pour créer des start-up, etc., pour créer des entreprises qui ont un but bien spécifique depuis le début, ou bien comment ça demande peut-être deux réponses, comment est-ce que vous convainquez les PDG des grandes entreprises pour convertir leur entreprise? Eh bien, je peux parler au nom de mon grand-père, là. Quelqu'un qui veut lancer son entreprise peut le faire. J'ai toujours demandé ça à mon grand-père et il a dit, bon, ben, cette année-ci, on a dû changer un certain nombre de choses parce que l'année n'était pas la même que les autres années. Ça veut dire on doit toujours réfléchir à ce qui peut se passer. On se lève le matin et on se demandait comment traiter les clients d'une autre manière pour les satisfaire. Et c'est devenu lui, ça. C'est ça qui a fait ce qu'il est devenu. Et il n'avait pas le temps pour faire autre chose. Si vous voulez faire ça comme ça, c'est pas facile d'avoir une entreprise. C'est un petit peu comme décider de nager à travers le channel plutôt que de prendre le bateau. Si vous voulez vous lancer, eh ben allez-y, allez-y. Vous commencez au niveau local et puis vous vous développez éventuellement. Vous utilisez vos connaissances, les personnes que vous connaissez et surtout vous utilisez votre raison. Et alors, allez-y. Merci beaucoup pour votre exemple. Maintenant, on a Roshan en Afghanistan. Alors, le contexte, forcément, le pays est différent. Donc, Sheena, peut-être nous présenter l'entreprise, comment elle a été créée, quelle est sa raison d'être, ses objectifs, et ensuite on verra comment ça se traduit en action et en engagement au jour le jour. Merci beaucoup de m'avoir invité. Roshan, c'est le plus gros opérateur télécom d'Afghanistan. Et le contexte, c'est que nous faisons partie du fonds Aga Khan pour le développement économique. Ce fonds ne va que vers les pays où personne ne veut aller. Donc nous opérons dans 38 pays, les pires en termes d'activité économique dans le monde. Nous allons amener des bonnes pratiques, de la croissance socio-économique. On doit être les meilleurs dans ce qu'on fait et on doit être rentable.
et dont on doit prouver que personne d'autre ne veut y aller. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Roshan, qui est un bon exemple. En 2003, le gouvernement afghan a décidé qu'il voulait accorder des licences de télécom. Personne de crédible ne voulait aller en Afghanistan. C'était un pays en guerre, qui avait une guerre civile, les talibans étaient au pouvoir, il y avait un trafic d'opium, il y avait 73% d'illettrisme. Pourquoi quelqu'un aurait envie d'investir dans ce pays? Et nous, on y était, et on a fait une proposition de 5 millions de dollars pour cette licence. Ils ont demandé quelle exclusivité on souhaitait. On a dit 3 ans. Ils ont été un petit peu confus. Nous, on veut vous donner 25 ans, 15 ans. Pourquoi 3? Et on a dit, on veut 3 ans parce qu'on veut prouver le modèle économique pour pouvoir attirer davantage d'investissements directs dans le pays afin que plus d'entreprises y viennent et plus d'emplois soient créés. Et figurez-vous, à la fin de la première année, nous avions atteint notre modèle économique. Après 3 ans, donc, les 2 entreprises ont payé 14 millions chacun pour une licence que nous, on avait payé 5 millions. Et ça a apporté 2,5 milliards d'investissements directs étrangers et créé 2000 emplois. Pour revenir à Roshan, comment est-ce qu'on a fait ça? Quand on est arrivé, on avait décidé d'avoir besoin d'ingénieurs. On a donc mis des annonces pour des ingénieurs. Et à l'époque, il y avait un Français qui est arrivé et Eric a dit « Il n'y a pas d'ingénieurs ici parce que tous ceux qui étaient bons ont quitté le pays. » Donc, nos critères d'ingénieur, c'est si vous pouvez allumer un ordinateur et parler un petit peu anglais, vous êtes ingénieur. Donc, on a dû les former de zéro. Et c'est resté dans notre entreprise. On a dépensé 1 500 dollars pour former, 1 500 dollars pour former les gens toute l'année. Et après, c'était le matériel. Je vous ai dit, 73% d'illettrisme. On n'a pas amené... Ça aurait coûté moins cher de mettre du matériel d'occasion, mais on a amené le meilleur de ce qui se faisait en termes de matériel. Du matériel qui pouvait faire des textos, des données, des analyses, tout un ensemble de choses qu'on n'avait même pas à l'esprit quand on était sur le point d'arriver là-bas. Et ça, c'est un autre pilier de la façon dont nous faisons des affaires. Nous respectons les communautés dans lesquelles nous investissons. Ce ne sont pas des clients de 2e classe, ce sont des clients de 1re classe. Ensuite, on a dû voir comment est-ce qu'on pouvait construire ce réseau. L'Afghanistan a plus de mines antipersonnelles que dans le monde entier, dans le reste du monde. Donc, en fait, avant de pouvoir mettre des relais, il fallait pouvoir déminer la route, faire la route et ensuite pouvoir construire les tours relais. Donc, ensuite, on a amené l'électricité avec des générateurs au diesel. Et c'est très cher. Et là où il n'y a pas d'électricité, on vous vole le diesel. Donc, pour nous, la transformation de passer au solaire, ça s'est imposé tout seul. Donc, nous, le ROI, c'était 3 ans et demi. Alors, dans d'autres endroits du monde, c'était 7 à 10 ans. Donc, 1000 de nos tours relais sont alimentés au solaire. Et on a expliqué comment gérer et nettoyer ces panneaux solaires aux communautés locales. Et ensuite, on a amené la télémédecine, les prix du marché pour les fermiers. Donc, beaucoup de services qui aident les communautés locales à se développer et à prospérer. On a apporté et on a pris les Afghans avec nous à bord. Et vous savez que si vous voulez avoir un téléphone mobile, il faut aller à un
concessionnaire quelque part, à une agence en France ou dans votre pays de résidence. Et les opérateurs télécoms, donc, détiennent ces concessions. Nous, on n'a pas fait ça. On a construit 7 magasins vedettes pour pouvoir expliquer aux Afghans ce à quoi pouvait ressembler une concession, une agence. Et ensuite, on leur a donné tout ce dont ils avaient besoin, du marketing, tout ça, pour pouvoir ensuite construire leur propre agence. Et là, on avait en fait lié notre destinée avec eux. Au fur et à mesure qu'ils croissaient, nous, on allait aller mieux et vice-versa. On a amené, sur les 15 ans, on a amené l'iPhone, on a amené Skype, WhatsApp, toute une variété de choses qui a permis aux jeunes Afghans et au public afghan de pouvoir parler, d'avoir voix au chapitre et parler plutôt que de se battre. Et au niveau du gouvernement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé d'apporter des règlements. Nous sommes une entreprise qui ne paie aucune bakshish. Et c'est très, très difficile à faire. Nous avons 80 avocats qui gèrent toutes les demandes de bakshish qu'on a. Quand on amène on pourrait par exemple importer le matériel en une journée au lieu des mois si on ne paye pas le bakshish. Donc nous, on a payé le prix et ça se transforme en rentabilité. Une fois que j'ai dit tout ça, je vais vous donner un autre exemple de la façon dont nous opérons différemment. Nous essayons d'amener les bonnes pratiques. Donc peut-être que vous avez entendu parler des talibans qui font sauter des tours relais. Alors si vous payez une rançon de sécurité, on va dire, de protection, et pour nous, c'est du bakshish, c'est de la corruption. Donc nous avons eu des tours qui ont sauté. Oui, c'est vrai. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de rassembler tous les opérateurs pour qu'ils parlent d'une seule voix. Et on a pris cette voix pour aller voir le gouvernement en disant, ensemble, on doit contrer ces attentats. Et nous avons eu beaucoup d'exemples où nous avons dû prendre le lead et nous avons subi des pertes, bien sûr, mais on n'a fait aucun compromis sur notre éthique. Et la raison, je pense, que si on est toujours là, malgré les montagnes russes qu'on a subies, c'est que les gens comprennent qu'on est là pour rester. On est en Afghanistan pour rester. On réinvestit nos bénéfices en Afghanistan. Nous sommes dirigés par des Afghans à 97% et on ne prend pas l'argent pour l'investir ailleurs. Nos actionnaires sont à 50% ACFED, qu'on réinvestit. Les autres actionnaires retirent leur argent. Donc, ça a été vraiment un parcours incroyable pour nous. Je pourrais vous raconter un nombre incroyable d'histoires, des superbes histoires qui nous sont arrivées. Et je pense qu'il est vraiment intéressant sur notre travail en Afghanistan, on en parlait ce matin même, c'est le fait que nous avons dû, à chaque fois, ouvrir le dialogue avec la communauté et avec nos collaborateurs. Parce que, en tant que tel, ceux d'entre nous qui sont venus dans le pays pour construire une entreprise, on était des étrangers, on n'est pas afghans. On ne comprenait pas le contexte, on ne comprenait pas l'état d'esprit ou les aspirations des gens. Donc, depuis le tout début, notre nom, Roshan, veut dire lumière et espoir. Et ce sont les gens, on devait appeler ça balai-balai, qui veut dire bonjour, bonjour. Mais les gens, chaque groupe ethnique, en collectif, a voté pour Roshan, qui veut dire lumière et espoir. Donc, on va essayer d'être digne de ces aspirations, d'être la lumière et l'espoir pour le peuple d'Afghanistan. Je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup, Shanna. Et peut-être est-ce que vous pourriez nous donner un peu des données, voir la taille de Roshan. Vous avez parlé des 7
agences principales. Vous avez maintenant combien de collaborateurs pour me donner un petit peu de l'idée de la taille? Donc, Roshan a investi 600 millions de dollars sur les 15 dernières années en Afghanistan. Nous avons payé 450 millions en impôts. Nous représentons 6% du PIB de l'Afghanistan. Nous avons 1200 employés. Nous sommes directement responsables de la création de 14 000 emplois. Nous avons maintenant une couverture nationale et 236 villes dans le pays. Et chaque jour, nos bornes et nos échoppes et nos agences, il y a un nombre qui est en croissance constante. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a regardé le marché et on peut améliorer les opportunités et l'accès pour tout le monde. Donc, par exemple, aujourd'hui, le segment le plus en croissance, c'est les jeunes femmes qui achètent leur propre téléphone. Mais à l'époque, en 2004, en 2005, on a eu des choses comme un bureau d'appel pour que les femmes dont les maris travaillent à l'étranger, qui ne pouvaient pas se permettre un téléphone, pour pouvoir les appeler. Et les hommes, on leur donnait une sorte de téléphone public pour que d'autres femmes pouvaient payer juste l'appel en lui-même. Et on a eu le programme Women to Women qui permettait aux femmes d'avoir des cartes SIM à crédit et vendre à d'autres. Et ensuite, une fois que vous avez vendu 10 packages, ils pouvaient continuer. C'est une sorte de petite façon de créer leur fonds de roulement. Et l'une des choses qu'on a dû faire, on a dû se battre, comme vous, c'est qu'avant, au tout début, on facturait à la minute. Donc, si on faisait, c'était 30 secondes, on allait vous facturer 1 minute pour ça. Et quand nos concurrents sont arrivés, ils ont commencé à 30 secondes, facturer les 30 secondes. Donc, si on faisait 30 secondes, on payait la moitié du prix. Donc, ça a été difficile pour nous. On a perdu 13 millions de dollars du jour au lendemain. Mais on est arrivé à s'en sortir. Et on a été, nous aussi, aux 30 secondes. Et on a commencé à faire des SIM cards, des plus petites dénominations pour que les gens puissent avoir accès, un peu comme les petits sachets de savon que l'on peut avoir dans d'autres pays du monde. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez nous parler de B Corp? Comment vous êtes engagé dans B Corp, la certification? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Ce modèle que je viens de vous décrire, nous faisons ça dans l'agriculture, l'hôtellerie, l'aviation, la banque et les médias. On a commencé en 1977. Donc, ça a été un secret, en fait, qu'on n'a pas vraiment partagé avec les autres. Et on nous appelle souvent pour parler dans des conférences, mais au début, les gens n'étaient pas vraiment intéressés parce que le mouvement n'était pas démarré. Ce que B Corp nous a apporté, c'est un cadre et un modèle qui, en fait, comprend, encapsule tout ce qu'on fait, ce qui nous permet de nous mesurer et de nous mettre sur le devant de la scène. On est devenu une B Corp il y a pas mal d'années et on a été meilleur au monde 2 fois. Malheureusement, en 2017, nous avons eu un problème où une bombe qui ne s'était pas destinée à sauter à côté de nos bureaux, qui a détruit nos bureaux et a tué 33 personnes de notre personnel et on a blessé 19 personnes, ce qui veut dire qu'on a perdu beaucoup de données. Donc, on est toujours une B Corp, on est toujours une certification B Corp, mais il faut rassembler de nouveau ces données. Mais au-delà de ça, ce que B Corp nous offre, c'est la possibilité d'être dans une communauté avec des individus qui pensent la même chose. Et pour la première fois, avoir des partenariats avec une force pour le bien qui change la façon dont fonctionne le monde économique. Personnellement, j'ai l'impression que le monde économique a toujours été pour servir les communautés. Ça fait de l'argent, mais toujours pour servir la communauté. Et
quelque part, c'est devenu plus une question d'argent qu'autre chose et moins une histoire de servir la communauté. Et je pense que par certains aspects, je pense que la B Corp amène le côté humain pour des gens qui ont moins de chance et qui portent ça à un niveau très haut. Et nous sommes vraiment très impatients de pouvoir apprendre davantage de la communauté. Merci beaucoup. Même question pour Marc. Comment est-ce qu'on convaincrait une jeune entreprise pour créer une entreprise comme la vôtre? Je pense que pour un jeune entrepreneur, je pense que même d'ailleurs pour un entrepreneur existant, une grosse entreprise, je pense que la façon dont les clients utilisent les données et les problèmes qu'on a spécifiquement les entreprises comme la nôtre, je ne pense pas qu'on puisse survivre sur le long terme en faisant des affaires comme on l'a toujours fait. Il faut changer à un moment donné. Je pense que si on regarde toutes les données, on peut voir que les jeunes d'aujourd'hui, les millennials, les générations Z, tout ça ont besoin de raisons d'être. Ce n'est pas que de l'argent. Ils ont besoin de quelque chose auquel dédier leur vie. Et le monde a vraiment, vraiment besoin de ça. Donc, si vous pensez à lancer votre entreprise, il y a plein de problèmes qui vont vous arriver. Si vous êtes déjà dans une entreprise existante, je pense qu'il faut changer. Mais le changement demande d'autres talents de leadership et d'autres façons de s'engager dans ce changement. Donc, ça ne peut plus être descendant avec une équipe de management qui arrive, on va dire, on va penser, on va devenir une organisation avec une raison d'être. Non, je pense qu'il faut être authentique, il faut être engageant, il faut comprendre, il faut inclure avoir donné voix au chapitre à tous vos collaborateurs et certains de vos clients également. Parce que je pense que dans ce monde, si on n'est pas authentique, si on n'est pas réel et que vous faites uniquement du greenwashing, vous allez vous faire choper par la patrouille et ça va faire encore plus de dégâts que de ne pas le faire. Merci beaucoup. Votre conseil aux entrepreneurs me rappelle la citation de Churchill disant il faut mieux prendre le changement, le taureau par les cornes avant qu'il vous prenne à la gorge. Et je pense que Gabriel Vauduna, est-ce que vous pourriez nous expliquer, vous avez parlé dans les différentes activités qu'il y avait à la Fondation. Vous avez également fait des choses sur les médias. Est-ce que vous donnez un petit peu un aperçu de ce que vous avez fait? Alors moi, je ne suis pas l'experte des médias, mais les médias en Afrique, ce qu'on fait là-bas, c'est qu'on essaie de promouvoir la voix de jeunes journalistes et donner voix au chapitre aux gens et également fournir nos actualités selon tous les angles et non pas uniquement d'un seul angle. Et nous mettons à disposition les actualités à tous les segments de différentes façons. La tarification est également ciblée pour que les gens puissent avoir certains résumés des actualités qui veut dire quelque chose pour eux. Et je pense que l'autre chose qu'on fait aujourd'hui, c'est de commencer au niveau universitaire, une université Aga Khan, une école des médias et du journalisme afin de pouvoir améliorer la qualité de ce qui est fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À nouveau. Donc maintenant, nous allons passer au local de l'étape, comme on dit. Gabriel Darcourt, qui est directeur général de La Voix du Nord. Je n'ai pas besoin forcément de présenter à tous La Voix du Nord, d'autant plus que Gabriel va le faire. Et là, on est à la fois dans le secteur des médias et aussi dans le cas qu'évoquait Shainer à l'instant, c'est-à-dire d'une entreprise qui existe depuis un certain nombre d'années, Gabriel va le rappeler, et qui à un moment se pose la question de reformaliser, de renforcer sa raison d'être, sa mission. Donc même question un peu qu'à Marc tout à l'heure, Gabriel, comment La Voix du Nord en est venue à retravailler ce sujet, dans quelle
interrogation, ça s'inscrivait. On sait que les médias sont un secteur difficile, enfin en tout cas pas que facile. Et comment ça s'est passé? Quel plan d'action est mis en œuvre? Quelles sont les premières actions? Et éventuellement, quels sont les renoncements? Est-ce que vous voyez déjà des choses un peu plus compliquées ou des dilemmes en tout cas? Et puis après, on reposera la question de comment on peut convaincre d'autres entreprises de se lancer. Merci. Bonjour à tous. La Vaud du Nord appartient à un groupe de médias qui s'appelle le groupe Rossel, un groupe belge qui a ses activités moitié en Belgique, moitié en France. On est des médias, des producteurs de contenu avec télévision, radio et presse, et notamment en France de la presse régionale. Et la principale entité est celle que je dirige, la Vaud du Nord. Journal créé il y a 75 ans maintenant, et qui effectivement dans le contexte qui est celui que traversent les médias actuellement est forcément dans un processus de transformation qu'on a initié il y a 3 ans. Et voilà, rien de très original à cela. On a pris conscience dans les médias, mais comme dans beaucoup de secteurs, si on ne se transformait pas de façon très très rapide, on était exposé à de graves dangers. Donc on a travaillé sur nos organisations, nos fonctionnements, nos produits, nos offres, on continue, beaucoup nos outils. Et puis finalement, à un moment, et ça a été le fait de plusieurs rencontres, il y a 2 ans, Elisabeth fait partie de ces rencontres d'ailleurs. On avait à ce moment-là également reçu Jean-Dominique Sénard, qui était patron de Michelin à l'époque, qui est patron de Renault maintenant, et qui a beaucoup travaillé sur la question de la raison d'être dans le cadre de la loi Pacte. Ces échanges-là, finalement, ont suscité en interne une réflexion vers une dimension à laquelle on n'a pas prêté beaucoup attention jusque-là dans notre processus de transformation, qui était celle de la raison d'être. Je me souviens d'un atelier, on a travaillé avec Elisabeth, où la question c'était comment est-ce que la Voix du Nord pourrait devenir le Patagonia de la presse. On aurait pu dire maintenant les Coteaux, les Briums. Oui, voilà. Alors, inutile de vous dire qu'on était assez loin de tout ça. Donc voilà, c'est une bonne question. On a passé pas mal de temps à travailler le sujet. Et puis finalement, tout cela fait que on a fini en interne, dans notre processus de transformation, à mettre cette question du sens et de la raison d'être au cœur de notre processus de transformation. Et on en est venu à se poser la question, qui est la question majeure. Quelle est la vocation d'un média régional? Oui, puis tout ça sur fond de crise de gilets jaunes aussi, hein, voilà, en France, on a été bien entendu secoué et sensibilisé à ce qui s'est passé, qui est une espèce de mouvement de fond très interpellant. Et la question qu'on s'est posée, c'est finalement, est-ce qu'un média est là pour raconter ou pour agir? C'est pas simple hein, comme question, on est très divisés entre nous là-dessus. Entre nous, je parle dans le milieu des médias, on a pu avoir ces débats en interne, nous, et de fil en aiguille, on s'est dit, mais finalement, est-ce que dans tout ce qui est en train de se passer dans la société française, dans la région, est-ce qu'on est là, nous, un peu en retrait pour raconter, en tant que spectateur, ce qui est en train de se passer, pour le relater dans nos colonnes, ou n'a-t-on pas une responsabilité pour essayer de faire avancer les choses, et d'une certaine façon, d'essayer d'apporter des solutions? Et de fil en aiguille, on s'est rendu compte que les deux n'étaient pas incompatibles, qu'il est important de continuer à faire de l'info, qui est la base du métier de journalisme, qui est la base de nos contenus, avec tous les principes, tous les fondamentaux du métier de journaliste que l'on doit retrouver dans nos contenus. Mais finalement, on s'est dit qu'on devait franchir une étape supplémentaire et qu'aux 5 questions de base que se pose le journaliste quand il relate un fait, qui sont qui, que, quoi, quand ou comment, j'en ai peut-être mis 6 d'ailleurs, on en a rajouté une qui était et maintenant. Au-delà de raconter un fait, de le retranscrire, est-ce qu'on ne doit pas se poser la question de savoir en quoi est-ce que l'on pourrait, nous, à travers notre action de médias, faire en sorte qu'on fasse avancer les choses, ou que ce problème régresse un peu.
On a travaillé ça avec les salariés, avec les collaborateurs de l'entreprise. C'est forcément des questions, celles du sens que tout le monde se pose en ce moment, les jeunes générations notamment, et que finalement on s'est rendu compte que nos anciens, nos fondateurs, et j'ai parlé de notre 75e anniversaire tout à l'heure, s'étaient posés dès le début de la création du journal. Donc par rapport à cet peut-être effet de mode qu'évoquait Elisabeth tout à l'heure, nous on a un élément supplémentaire, c'est que on se rend compte que finalement le média régional que nous sommes a toujours eu cette importance du sens et de la raison d'être dès son premier jour. Pour l'anecdote, La Voix du Nord est née 2 fois, une première fois en avril 1941, au cœur de la résistance. Ça en fait un journal unique en France, de ce point de vue-là, parce que la première naissance de La Voix du Nord, elle est à côté d'ici, au cœur de la guerre. La région était envahie, bien sûr, à ce moment-là, et ça a été un acte de résistance que de créer ce journal. Et au fil du temps, pendant la guerre, toutes les personnes qui y ont travaillé ont fini par être dénoncées, arrêtées, fusillées, etc., déportées. Et le journal s'est arrêté. Et puis, à la Libération, en septembre 1944, il est né une deuxième fois d'un deuxième réseau de résistance. Et c'est pour ça qu'en fait, cette année, c'est le 75e anniversaire de cette deuxième naissance. Mais ce que je veux dire, c'est que finalement, dès le premier jour, quand en avril 1941, une poignée de résistants courageux ont décidé de faire en toute clandestinité un journal, la raison d'être, je ne sais pas s'ils ont procédé de la même façon que nous pour y arriver, mais je ne pense pas. Il y a eu quelque chose d'assez instinctif et vital. La raison d'être, c'était naturellement aider la population à résister à l'ennemi. Donc dès le premier jour de l'existence de ce média, il était question, pas uniquement de raconter, mais d'agir. Et c'est de ça dont on s'est souvenu aussi, parce que je pense que dans une entreprise qui a quelques années derrière elle, comme nous, une grosse entreprise installée depuis longtemps dans sa région, il est important de revenir aux sources et de voir d'où l'on vient. Et finalement, ça a été très inspirant pour nous de se dire, on est fort heureusement dans une situation bien moins dramatique que celle de l'époque, mais enfin, on n'est pas dans un contexte simple non plus, et quelque chose nous dit que la société d'aujourd'hui, je rappelle qu'il y avait ce fond de crise de Gilets jaunes, la société d'aujourd'hui, elle est fracturée, il y a des territoires abandonnés, la région ici a beaucoup d'atouts et de talents, mais elle a beaucoup de difficultés également, et bref, dans cet environnement-là, est-ce qu'on ne peut pas servir à quelque chose? Voilà. Tout est venu de là, et donc nous avons travaillé à la définition d'une raison d'être, et au bout de quelques mois, on en est arrivé à une définition qui était celle-là, qui pourrait idéalement figurer sur le fronton du bâtiment de la Voie du Nord, qui est le bâtiment juste à côté sur la Grande Place. On a la chance d'avoir cette position-là. Ensemble, écrire la nouvelle histoire du Nord, qui est une phrase très, très forte, très inspirante. On a été aidé par le cabinet Utopie pour la travailler, et qui finalement donne une direction et un sens au travail de chacun des collaborateurs de l'entreprise quand ils viennent tous les matins. C'est un beau projet, ensemble, écrire la nouvelle histoire du Nord. Et à partir de cette raison d'être, on a écrit un manifeste que je ne vous expose pas parce qu'il est assez long, écrit par les salariés de l'entreprise, dans lequel ils présentent eux-mêmes finalement la mission qui est la leur. Donc voilà, la phrase fondatrice, notre raison d'être est extrêmement courte, hein, elle se résume en cette phrase-là, mais encore une fois, je pense qu'elle ouvre beaucoup de perspectives et qu'elle est de nature à mobiliser aussi bien les salariés que les acteurs extérieurs à l'entreprise. L'idée derrière étant de devenir un média utile. Utile, je pense que c'est si moi j'ai un terme à retenir de tout ce que doit être à la vocation du média régional que nous sommes, c'est ce terme d'utile. On l'a décliné en trois parties, des piliers d'engagement. Le premier d'entre eux,
montrer l'exemple. Je dirais plutôt faire preuve de cohérence peut-être, mais l'idée c'est de dire en interne, commençons déjà par améliorer nos pratiques avant de donner des leçons dans nos contenus, de dire ce qu'il faut faire. Regardons ce que nous faisons nous au jour le jour. Il y a sans doute beaucoup de choses à améliorer, et je le confirme. Et donc, attaquons-nous à ces sujets-là. Donc ça concerne les pratiques internes qui sont les nôtres. On consomme du papier, on transporte, on produit. Voilà, c'est les questions de RSE également finalement dans l'entreprise. On n'était pas forcément, alors on n'est pas du tout exemplaire, on n'est pas forcément en avance là-dessus, mais au moins on s'engage à les prendre en compte et à essayer d'avancer. Le deuxième volet, celui de mobiliser les acteurs de la région, c'est considérer que le média, il a cette capacité effectivement à travers ses contenus, c'est ce que je disais juste avant, pas uniquement de raconter, mais de mobiliser, donc de décider de s'attaquer à certains sujets, de les mettre sur la table, de confronter les avis, de raconter ce qui se passe, de faire témoigner, de mettre en relation, tout ça pour aider finalement les gens à mieux vivre dans leur région. On a quelques exemples récents, tout ce que je vous dis est très actuel, mais on commence à voir dans nos contenus, alors on est une des plus grosses rédactions de France, on a 310 journalistes. Inutile de vous dire que pour emmener 310 journalistes dans une démarche comme celle-là, ça demande du travail en commun, des explications, de l'échange. Voilà, il y a tout un tas d'obstacles, forcément. Mais on est en train d'y arriver et on le voit à travers nos contenus de plus en plus. On a démarré, ça date d'il y a 3 jours, mais ça a demandé 6 mois de préparation, un projet sur le harcèlement scolaire. Typiquement, on s'est dit chaque année, on va prendre 2-3 causes, pas des causes qui fracturent ou qui divisent la société, mais des causes voilà, qui sont universelles, qui peuvent toucher l'ensemble de la population d'une région et l'ensemble de nos lecteurs. Typiquement, le harcèlement scolaire, c'est un sujet auquel tout le monde peut être confronté. Et on s'est dit que nous, on pouvait apporter notre pierre à l'édifice en tant que média pour aider les gens à témoigner, à raconter et nous à leur donner les clés qui peuvent leur permettre de trouver des solutions aux situations dans lesquelles ils sont. Cette une-là, elle date de dimanche dernier. Elle est formidable. Je trouve que c'est une choc. On voit rarement, je pense, des médias s'engager aussi fortement comme ça dans une cause comme celle-là. Vous avez là 2 parrains qui sont pour l'un Jonathan Destin, qui est le jeune homme à gauche de la photo, quelqu'un qui a été victime de harcèlement scolaire dans la région. Et puis son histoire a été racontée dans un téléfilm qui a cartonné sur TF1 et il a décidé maintenant, après une tentative de suicide, de venir porter son témoignage dans les établissements scolaires. Donc on travaille avec lui depuis 6 mois. Il a accepté de porter à nos côtés ce sujet-là. Et puis à droite, vous avez Nicolas Sirkis, ce chanteur d'Indochine, qui est sensible au sujet aussi, qui est venu très naturellement témoigner à nos côtés. Bref, voilà, ce type de sujet-là, on s'est dit 2 fois, 3 fois par an, on allait les traiter pour contribuer à faire reculer ces maux-là que connaît la société. Puis dernier volet, c'est mobiliser les acteurs de la région. On considère que le média doit être un catalyseur des individus, des institutions, des entreprises, des collectivités de la région. Ça sert aussi à ça, un média, pour, là encore, contribuer à faire avancer des causes qui nous paraissent importantes. On a ouvert une plateforme qui est ouverte à tout le monde, où chacun peut venir contribuer et dire ce qu'il attend du média et quel combat il aimerait que le média porte ou quel sujet il aimerait que le média ouvre. Donc ça, c'est une plateforme collaborative. On a également, à l'occasion de nos 75 ans, on est en train de faire 75 réunions à travers toute la région à la rencontre des lecteurs pour les entendre sur ce sujet-là. Et puis, dernier exemple, il date d'il y a quelques semaines, celui-là, c'est un projet qu'on a démarré en lien avec le problème de je ne sais pas comment on dit, sous-forestation, c'est pas mal, c'est nouveau ça, sous-forestation de la région, puisqu'on est très en deçà de la moyenne en France, et qu'on a décidé sur ce sujet-là d'apporter une contribution. Donc on a fait un dossier spécial et on a reversé la quasi-totalité, c'est-à-dire 30 000 €
du chiffre d'affaires qu'on avait fait sur cette opération pour contribuer à démarrer une opération de reforestation de la région. On a fait un appel à contribution également. Voilà, ça c'est le type d'opération qu'on essaie de faire de plus en plus, et puis on n'envisage pas, d'ailleurs on va organiser dans 1 mois et demi, oui, ça se rapproche, il faut que j'arrête de dire qu'on envisage, on est dans le concret maintenant, le premier salon du Made in Hauts-de-France, là encore, aider la région, écrire la nouvelle histoire du Nord, on le retrouve là, c'est le salon de la fierté du territoire, la mise en avant des talents, des savoir-faire de la région, avec tout un tas d'acteurs régionaux. Voilà. Merci beaucoup. Même question peut-être qu'aux autres intervenants. Tu dirais quoi à des entrepreneurs, soit nouveaux, soit non pas anciens dans leurs personnes, mais dans les entreprises qu'ils dirigent, pour les convaincre de s'engager sur la base de ce parcours En tout cas, ça a déjà été dit tout à l'heure, mais je mesure à quel point la non prise en compte de ces questions-là finalement condamne l'entreprise. Donc il y a deux raisons majeures pour lesquelles il faut s'engager dans ces réflexions-là. La première, c'est que c'est bien pour la planète, pour ses habitants et pour la région. Donc ça, c'est quand même une raison qui doit être motivante. Et l'autre, c'est que ça rejoint la préoccupation qui est celle du chef d'entreprise que l'on est, qui est celui de l'avenir de l'entreprise. Et ça, moi, je suis absolument convaincu des deux. Et même si ça ne fait que quelques mois qu'on s'est lancé dans cette démarche-là, on en voit déjà les fruits. On voit la fierté des salariés. On voit notre image qui évolue, notre capacité à attirer de jeunes talents, notre discours qui se renouvelle auprès d'annonceurs. Pour nous concernant, nous, on peut vite avoir l'image d'un journal de presse écrite déclinant qui est en train de disparaître du paysage parce que Google, Facebook, Netflix et tout ça. Je pense au contraire qu'on est éminemment moderne et qu'on a un avenir rayonnant si on montre qu'on a des valeurs, qu'on est ancré dans la région, qu'on est proche des gens. Et ça, ce sera un avantage concurrentiel majeur. Donc voilà, les deux raisons sont celles-là. En t'écoutant essayer de dire ce que tu dirais à un entrepreneur pour le convaincre, je pensais hier, pour les 25 ans d'Utopie, on faisait une marche, puis finalement on a transformé ça en manif avec un peu des panneaux pour le Business for Good, et j'avais appelé l'équipe à proposer des slogans, et il y a un des slogans qui a été proposé, dont on a fait un panneau, que je montrerai tout à l'heure dans l'atelier, qui dit « Raison d'être ou ne pas être, là est la question ». C'est un petit peu ça que ça m'évoque. On va passer à des questions de la salle. Avant les questions, où je voudrais juste donner la parole à, j'ai vu Raoul Guffles, il est toujours là dans la salle, merci Raoul, qui est député CEO d'une banque. Certains d'entre vous l'ont peut-être vu ce matin, c'était hier, c'était ce matin, qui s'appelle MCB, qui est une banque alors encore plus ancienne que la Voie du Nord, si c'est possible, puisque la MCB a 175 ans, un peu plus même, à Maurice, et qui a aussi fait ce travail de réaffirmer sa raison d'être, et aussi avec la question de l'ancrage local et de l'ancrage territorial qui m'a quand même frappée dans vos trois témoignages, qui est par ailleurs assez présente dans Bicorp. Enfin, nous, c'est une des raisons pour lesquelles on s'était engagé aussi dans le label et dans le mouvement. J'étais assez frappée du fait que cette histoire de raison d'être, au fond, quand il faut l'incarner, par définition, c'est pas hors sol, et ça se passe c'est place-based, comme diraient les Américains. Ça se passe toujours dans les lieux ou les territoires où on se trouve. Et clairement, ça m'a frappé à la fois dans ce qu'a dit Marc sur ma question sur le renoncement, en disant au lieu de faire une grosse usine, on a plutôt fait plein de micro-usines pour essayer vraiment d'irriguer les territoires. C'est ce que Scheiner disait aussi sur les boutiques, en disant on n'a pas voulu, plutôt que de faire nos propres boutiques et détenir tout en propre, on a voulu faire 7 boutiques écoles et ensuite déployer ça avec des petits entrepreneurs locaux. D'une certaine façon, ça rejoint évidemment ce que tu as dit dans le rôle que la Voie du Nord se donne. Alors, les îles, c'est toujours intéressant pour parler de ça, parce qu'une île, c'est une mini-planète, en fait. Tout ce qu'on
enfin, la question du territoire et de tout ce que vous faites. Si vous produisez beaucoup de déchets, ça se voit plus vite. Si vous produisez de la pollution, vous voyez très vite les courbes de santé qui évoluent. Alors que nous, on en a encore à se demander si par hasard il y aurait un lien entre les cancers et les pesticides. Donc je voudrais juste, Raoul, si tu peux peut-être en 5 minutes expliquer un peu ce que l'AMCB fait, pourquoi, comment et où vous en êtes dans la démarche. Et ensuite, on prendra des questions sur la salle. Merci. Bonjour à tous, merci Elisabeth. En fait, je vais parler cet après-midi à 14 h, donc je ne vais pas non plus dévoiler tout ce que l'on fait maintenant. Mais tout le monde ne pourra peut-être pas y aller. Mais tout le monde ne sera peut-être pas là. Partie. Alors c'est toujours difficile quand on est banquier de venir justifier qu'on essaye de faire du business for good. Parce que depuis quelques mois, effectivement, vous parliez des gilets jaunes. À chaque fois que je viens à Paris, et j'essaye de calculer mon empreinte carbone, parce que quand on est à 12 000 km, effectivement, chaque fois qu'on est invité à des conférences pour parler de ce que l'on fait à Maurice, on réalise qu'on a 5 kg ou 6 kg de CO2 qu'il faut compenser. Alors quand on commence à compenser tout seul et qu'on voyage 150 jours par an, c'est compliqué. Mais à chaque fois que je venais à Paris, j'avais toujours cette image des panneaux qu'on voyait sur plus de banquise, moins de banquiers. Alors moi, je l'assume parfaitement. Et puis surtout qu'on est une banque qui a 181 ans à l'île Maurice, qu'on a fait partie de l'écosystème de développement de notre petite île, qui a passé quand même par les affres de la colonisation et qui, pour ceux qui ne le savent pas, en 1968, l'année où je suis né, il y avait un économiste prix Nobel qui avait décrit l'île Maurice et qui pensait que Maurice était voué à l'échec et allait finir comme une île déserte, comme Agaliga peut-être. Et en fait, la résilience d'un pays qui n'a pas eu le soutien de la communauté européenne ou des gouvernements comme la France a été obligé d'être résilient et de mettre en place des initiatives personnelles, collectives, pour essayer de se transformer. Et la MCB a toujours été inscrite dans ces processus de transformation, de réflexion, d'évolution. Et on a été en fait à la frontière. Et hier, quelqu'un mentionnait passer du centre-bord. Nous avons été complètement inclus dans le développement économique de notre pays. Et on le fait depuis 50 ans, depuis 60 ans. Mais il y a quelques années, on s'est dit effectivement comment est-ce qu'on peut être une force for good sans vouloir essayer de remplir les critères Bicorp. Je crois qu'on n'est pas encore prêt, parce qu'on était quand même une banque. Et effectivement, quand on fait de la finance, on essaie de la faire de manière responsable. Mais on finance des activités qui ne sont pas forcément très écologiques. J'en parlerai plus tard. Mais on s'est dit comment est-ce qu'on peut donner du sens à notre application et à nos actions que nous menons depuis 180 ans. Alors bien sûr, on a sollicité un cabinet, on est allé voir Elisabeth, on est allé lui demander de venir à Maurice pour essayer de compenser aussi, ou de rétro-compenser nos propres émissions pour que ce soit elle maintenant qui en est aussi. Je ne sais pas si elle a fait le calcul. Et on s'est dit, comment est-ce que la MCB peut montrer qu'on est un acteur important du changement. Alors, les petites îles, pour ceux qui ne le savent pas, elles ne contribuent qu'1% des émissions carbone, toutes les îles. Donc ça paraît beaucoup quand on regarde effectivement toute la pollution qui tourne autour des îles dans les océans, essentiellement dans le Pacifique. Mais on est les premières victimes de ce développement qui devient un petit peu fou. Et effectivement, quand on a commencé à rechercher quel était le purpose de la MCB, on est arrivé à la définition de Success Beyond Numbers. Parce qu'effectivement, quand on est une banque, la première chose qu'on fait, c'est des chiffres. Et la première slide que je présenterai cet après-midi, c'est effectivement des chiffres sur ô combien nous sommes importants. Il y a 1 200 000 habitants à Maurice. La MCB a plus d'1 million de comptes d'épargne. Ça veut dire que nous finançons et nous occupons de chaque petit garçon ou fille qui naissent à Maurice. C'est le premier cadeau que leurs parents leur font, c'est de leur ouvrir un compte d'épargne à la MCB. Nous contribuons pour à peu près 18% du PNB de l'île Maurice. Ce qui n'est pas neutre, et à peu près 25% de la création d'emplois sur toute l'île. Et on s'est dit, encore une fois, qu'est-ce qu'il faudrait que l'on fasse? Et on ne peut pas choisir toutes les batailles. Donc effectivement, comme dans beaucoup de présentations que j'ai eu le plaisir d'assister depuis hier, il y a toujours ce mot latin, puisqu'on utilise aussi du latin pour Ingo Emporium, de omne trium perfectum. Et on s'est dit, il y a aussi trois piliers sur lesquels nous allons nous asseoir, réfléchir de manière convergente, encore une fois, comme l'a dit Shainour, pas seulement top-down, parce que c'est bien facile, Raoul Gufflet, qui est le député chief exécutif, qui va faire
lancé une initiative de développement durable, mais on a demandé à tous nos employés, 3500 employés, de réfléchir à quels seraient les 3 piliers sur lesquels nous voudrions nous focaliser. Et effectivement, quand on est une île, on essaye de faire du développement durable, de préserver l'environnement, de préserver notre patrimoine et notre héritage culturel. On essaye aussi de nous occuper du bien-être de la population dans une île où culturellement la consommation d'huile est extrêmement élevée. Culturellement, 70% de la population vient de l'Inde et on mange beaucoup de produits qui sont à base d'huile. Et on a des vrais problèmes de diabète, on a des vrais problèmes de cholestérol à l'île Maurice. Moi aussi d'ailleurs un petit peu. Et mes enfants m'ont mis à la diète. Mais on s'est aussi focalisé sur, et j'en parlerai plus tard, sur la nécessité de développer une économie locale qui soit durable. Encore une fois, comme vous l'avez dit, M. Darcourt, sur ce que vous pourriez faire sur la région du Nord, nous on s'est dit, Maurice étant une petite île, nous dépendons essentiellement de nos exportations. Alors les exportations, ce n'est pas que le tourisme, ce n'est pas que les revenus liés de l'exportation, mais comment est-ce qu'on peut faire pour que ces revenus de l'exportation puissent créer les conditions de la vélocité d'une économie locale et durable? Alors j'expliquerai plus tard dans l'après-midi le système du panier percé ou du seau percé que les économistes de l'utopie nous ont aidés à modéliser. Et on essaye de voir un petit peu comment est-ce que l'argent qui rentre dans une économie, comme une boule de flipper, résonne et rebondit dans l'économie pour essayer de développer une économie locale durable. Et on s'est dit encore une fois, comment est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que cette résonance, elle se fasse pour essayer de recycler, pour essayer de réutiliser tout ce que l'on peut faire. Voilà, j'en parlerai plus dans l'après-midi, mais c'est un petit peu la réflexion qu'on avait menée et à laquelle nous, à la MCB, à l'île Maurice, nous engageons pour essayer de faire en sorte que notre petit écosystème d'1 million de personnes devienne aussi viable et aussi durable qu'il soit. Merci beaucoup, Raoul. On va prendre des questions ou des commentaires ou des remarques ou des témoignages, bref, à peu près ce que vous voulez. Oui, alors, je pense qu'il va y avoir des micros qui vont venir vers les mains qui se lèvent. J'en vois au moins 2 là-bas, je ne sais pas, voilà un micro. Bonjour, moi j'ai une question pour Monsieur Darcourt. On a dit tout à l'heure que forcément quand on choisit sa raison d'être, ça nous amène à faire des choix. Et quand on est un média, je me suis posé la question suivante, c'est est-ce que ça vous a déjà amené ou est-ce que ça vous amènera à faire des choix envers vos annonceurs? Oui, mais c'est pas nouveau. C'est raison d'être ou pas. On doit faire il y a des questions qui se posent vis-à-vis des annonceurs assez régulièrement. Jusqu'à présent, c'est des questions qui se posaient en lien peut-être avec parfois leurs intérêts qui pouvaient ne pas correspondre à ce que l'on relatait en termes d'information dans le journal. Donc ça fait partie des fondamentaux. Il n'y a pas d'interférence entre les deux, donc la priorité sera toujours donnée à l'info. En gros, on n'achète pas le contenu d'un journal. Maintenant, votre question, c'est est-ce que du fait de cet engagement et de cette raison d'être, il peut y avoir de nouveaux sujets avec les annonceurs? On n'en a pas eu encore pour l'instant. La question pourrait se poser. Ce ne sera pas des questions toujours simples. Maintenant, on ne veut pas être... S'il s'agit de promouvoir une activité qui est contraire à nos principes de base, on ne le fera pas plus demain qu'aujourd'hui. S'il s'agit de relayer la communication d'une entreprise sur laquelle il peut y avoir débat parce qu'elle n'est peut-être pas exemplaire, je pense qu'on n'ira pas jusqu'à refuser à cette entreprise de communiquer dans nos contenus. C'est-à-dire, il faut qu'on fasse preuve de mesure, de modération, qu'on ne soit pas trop excessif dans un sens comme dans l'autre. Ne serait-ce parce qu'encore une fois, nous-mêmes, on n'est pas exemplaires. Donc, à la réflexion, d'une part, c'est une très bonne question, et d'autre part, je ne suis pas sûr que ça changera
grand-chose dans notre position vis-à-vis des annonceurs. Peut-être pour éclairer cette question-là, il y a un exemple intéressant, c'est l'exemple de Guardian, qui il y a quelques années a travaillé beaucoup son engagement sociétal, etc. Et qui, à la suite de ça, avait décidé, alors Guardian, c'est pas la Voix du Nord, il n'y avait pas les mêmes annonceurs, mais en fait, ils avaient une partie assez significative de revenus publicitaires qui venaient d'annonces, comment je dirais, pas de services un peu coquins, séducs, rencontres, etc. Et ils avaient décidé d'arrêter en fait cette source-là en communiquant très explicitement sur ce que ça représentait comme revenu et sur les raisons pour lesquelles ils arrêtaient de le faire. Donc inévitablement, enfin, ce que vous dites est forcément juste. Après, ça ne veut pas dire que les dilemmes n'existaient pas. Ce que dit Gabriel n'existait pas déjà en interne, parce que notamment dans les médias, en fait, Guardian, ils ont eu pas mal de choses aussi sur... je me souviens à un moment, ça s'est posé sur d'autres sujets que les sites de rencontres, en gros, parce qu'à un moment, ils avaient une sur le climat et une pub à l'intérieur qui, pour l'anecdote, je crois, était Tesco, qui faisait gagner, alors de manière assez stupide, il faut bien le dire, qui faisait gagner des voyages en avion aux gens qui achetaient des ampoules éco-efficaces. Bon, c'est comme ça. La campagne de promo de Tesco était un peu débile, mais bon, ça c'est un problème pour Tesco. Mais enfin, Guardian l'avait accepté dans ses pages et ils ont beaucoup communiqué dessus parce que ça a suscité un tollé en interne chez les journalistes en fait, parce que du coup, il y a beau avoir une espèce de Chinese wall entre les journalistes et les services publicitaires, quand même. Au bout du compte, tout ça finit dans le même journal, donc ça se voit. Et donc les lecteurs posent des questions, évidemment. Il y a un ombudsman médiateur entre les lecteurs et le journal qui reçoit des interpellations externes. Et puis évidemment, les journalistes eux-mêmes posent la question. Donc ils ont utilisé beaucoup ce cas pour montrer qu'il n'y avait pas que les sites de rencontres et qu'à un moment, il pouvait y avoir, de manière fortuite, ou en tout cas des contradictions, voilà, mais que ça posait des enjeux de business. Et voilà. Je pense le truc le plus important, au fond, là-dedans, c'est aussi la transparence sur le type de situation, de questionnement que ça pose, est presque plus intéressante. La capacité à en parler, en tout cas à mettre ça en débat, en interne et en externe, est presque plus importante que la décision, in fine, de prendre ou de ne pas prendre. Voilà, peut-être autre question, il y avait une autre main levée, pas loin de vous. Merci. Ma question est pour Madame Scheinor. En fait, le but, c'était de mener le pays vers une économie où les gens pourraient développer des entreprises de pays. C'est pour la croissance socio-économique du pays. Bon, si je ne me trompe pas, c'est une organisation non lucrative, si je me souviens bien. On essaye d'avoir des bonnes entreprises dans le pays. Alors ma première question, c'est pourquoi est-ce que l'Afghanistan a été choisi comme pays? Et deuxièmement, quelle était l'idée pour que ce soit rentable dans un pays comme l'Afghanistan? Donc, vous deviez amener les gens depuis le début, depuis la base. Quel était le modèle de rentabilité que vous aviez? Eh bien, merci pour cette question. Bon, mais vous savez, bon, pourquoi est-ce qu'on est allé en Afghanistan d'abord? Parce que dans le réseau de l'Agacan, nous avons la non-profitabilité et la profitabilité. Nous avons des zones de conflit ou bien nous avons également des choses comme des inondations et des choses comme ça qui sont financées. Et on stabilise les communautés, si vous voulez, on les aide à avoir un logement, l'accès à l'eau, etc. Alors, ce qui se passe, c'est que finalement, vous avez un grand trou noir. Vous donnez toujours de l'aide et les gens deviennent dépendants depuis des décennies. Donc, notre modèle a essayé de rechercher autre chose qui soit plutôt un investissement dans les entreprises pour qu'il y ait un profit, pour que les gens puissent véritablement gagner un emploi, gagner une formation et avoir une durabilité. Et cette durabilité du pays dans son ensemble.
Donc voilà les buts de notre décision de venir dans ce pays. Donc on ne peut pas tout seul. Roshan, comme je vous ai dit, on a un certain nombre d'emplois durables, on a un pourcentage de femmes, mais bon, c'est important, mais ce n'est pas comme les grandes entreprises, comme la logistique, l'impression, qui sont venues après cela. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons choisi d'aller dans un pays comme celui-là. L'autre raison qui est très importante, c'est que dans ce contexte, la communication a été très, très rapide. Il y a eu des instabilités, des conflits dans un pays comme cela qui peuvent se développer très vite. Donc, il est important d'aller sur place, là où les gens ont besoin d'aide et d'aide urgente. En termes de rentabilité, on doit être rentable. Même du côté non lucratif, nous devons déclarer nos bénéfices. Mais pour toute personne qui pense à l'Afghanistan, coût de la sécurité, la stabilité, les bombes, la volatilité, pour attirer les gens, il faut quand même qu'il y ait un certain profit. Donc, ce que je veux dire là, c'est que le but ne peut pas entraîner davantage de rentabilité s'il est bien mené. Et c'est là que la réflexion, la recherche, la connaissance doit aller vers le pourquoi on le fait. Et c'est très, très important de poser cette question. Parce que si vous n'avez pas le pourquoi, vous n'arrivez jamais au but. Si vous avez une grande organisation, pourquoi est-ce que vous voudriez changer aujourd'hui? Est-ce que c'est simplement une question de marché, d'économie? Est-ce que c'est les salariés? Vous devez rassembler tout cela pour bien comprendre quelle est votre mission et puis comment vous pouvez y arriver. Ça vient après. Alors, une des choses, les gens me posent la question, comment est-ce que vous pouvez parler de la télémédecine? Comment vous en êtes arrivé là? L'Afghanistan a des milliers de besoins. Mais nous sommes une société de technologie. On était très bien dans notre genre. On connecte les gens, on relie les gens. Et donc, on a su qu'il y avait des problèmes de soins, de santé. Beaucoup de bons médecins sont partis. Les médecins qui sont là n'ont pas beaucoup d'équipement, n'avaient pas de formation professionnelle continue. Et avec la technologie, nous pouvons relier ces hôpitaux les uns avec les autres et en faire des centres d'excellence. Et aujourd'hui, nous avons, par exemple, des jumelages par la télémédecine. Nous avons des opérations in vitro, cardiaques in vitro, et nous savons que nous pouvons également faire travailler les gens dans les hôpitaux. Et maintenant, sur 15 années, nous avons vu que les qualifications de base ont bien développé, se sont bien développées et on a davantage d'expertise dans le pays. Donc, j'espère que je viens de répondre à votre question. Une troisième question ici. Il nous reste très exactement 6 minutes, c'est ça que tu m'as dit? Il nous reste donc 6 minutes 29. Alors. Bonjour, je m'appelle... 6 minutes 29 pour la question. Ok, je vais faire plus court. Bonjour, je m'appelle Amélie Ducornet. J'ai créé une marque il y a 10 ans dont la raison d'être, c'est d'aider les entreprises de l'économie sociale et solidaire à se développer. C'est pour ça que je me lève tous les matins. Ce qui fait que je suis dans un contexte où je côtoie quotidiennement des entreprises qui se sont d'abord créées pour répondre à un besoin sociétal ou pour répondre à une demande d'intérêt général, et qui ensuite cherchent le modèle économique pour y arriver. Par rapport à ce que j'entends aujourd'hui, je m'interroge sur les termes qui sont utilisés. J'ai entendu choisir une raison d'être. J'ai entendu, du coup, on s'est dit qu'on allait faire ça. J'ai entendu comment doter les entreprises d'une raison d'être. Je me pose la question, en toute bienveillance, comment fait-on pour être sûr qu'il s'agit bien d'une raison d'être qui vient de l'intérieur et qui est
à l'origine du projet, et qu'on n'est pas dans une espèce de course qui ressemblerait à du raison d'être washing. Je sais pas qui... Marc. Nobody can answer. Moi, je peux dire deux mots. Je pense que personne ne peut répondre. Très rapidement, moi, j'adhère parfaitement. Il peut y avoir un peu de ça. Mais c'est pour ça que moi, j'ai rappelé, et peut-être que ça a facilité les choses chez nous, mais j'ai rappelé que dès le premier jour de notre entreprise, la même, il y avait une raison d'être qui était évidente. Donc, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'un média régional n'a pas à s'inventer une raison d'être, il l'a naturellement. Ce qu'on a plutôt fait, et je ne sais pas si les termes que vous avez soulevés étaient ceux que j'avais utilisés, auquel cas je m'en excuse, ouais, je me sentais un peu visé, c'est pour ça que je réponds, c'est bien. Mais non, mais vous avez... non, mais vous avez raison. Ce que je veux dire simplement, c'est que ça a plus finalement été une remise à jour d'une raison d'être qu'on avait dès le premier jour et qu'on doit réactualiser parce que les temps ont changé. Mais finalement, je pense que dès le premier jour, la Voix du Nord, comme j'ai expliqué, avait une raison d'être. Ensuite, donc le côté historique, oui. Le côté authentique, de toute façon, moi, je suis convaincu que si on n'est pas authentique, qu'on ne fait pas le truc à fond, ça ne tiendra pas. Ensuite, qu'il y ait derrière ça, et je l'ai rappelé en tant que chef d'entreprise, un intérêt commercial et économique, alors, totalement, et je l'assume. Mais je pense que les deux, comme j'essayais de le dire tout à l'heure, vont de concert. Oui, peut-être pour enfoncer ce clou-là, j'ai l'impression, d'ailleurs c'est un peu comme sur l'engagement développement durable en général, il y a deux questions. Si la question que vous posez, c'est celle de la sincérité, en disant en gros, il n'y a de sincérité qu'à partir du moment où c'était là dès le début. Et je pense pour le coup que ce n'est pas forcément vrai, d'abord parce qu'on connaît tous, je vais prendre un exemple extrême, des ONG dans lesquelles les pratiques sociales ne sont pas top. Bon. Donc ce que je veux dire, c'est que le fait que la raison d'être soit là à la base, que la volonté de résoudre un problème sociétal soit là dès le début, ça ne prémunit pas. Et pour moi, c'est un des intérêts d'ailleurs de la démarche BICOP qui ne regarde pas que la destination qu'on se donne en théorie, mais aussi la façon dont on y va, en se disant finalement le chemin compte autant que la destination. Et vous pouvez, est-ce que Yvon Chouinard, le patron de Patagonia, disait ça dans une conférence, on l'avait invité à Paris en 1996, ça ne me rajeunit pas complètement. Il disait, en gros, il prenait l'allégorie de l'alpinisme et de l'escalade, parce qu'évidemment c'est son univers, et il disait, en gros, je peux atteindre il y a la question d'atteindre le sommet, d'accord ? Mais si je l'atteins, si j'arrive au sommet de la montagne en laissant tous mes déchets derrière moi, en employant 10 Sherpas pour porter mes bagages qui sont payés rien du tout, etc., ça n'a pas la même valeur que d'atteindre le sommet. Et donc je pense qu'il y a ce sujet-là quand même de la façon dont on y va. Donc au-delà de fixer la destination dès le départ, de se dire la façon dont on avance est importante. Et par ailleurs, l'autre question que je trouve qui est dans votre question, c'est est-ce qu'une entreprise qui n'a pas du tout été là-dessus, donc qui n'est pas une entreprise de l'ESS depuis le départ, peut, au fond, se dire j'ai de l'impact, j'ai des ressources financières, j'ai des ressources de créativité, d'intelligence, etc. Et par ailleurs, c'est pas, si je ne le fais pas, je risque d'aller mal, par ailleurs. Donc, c'est pas ou, c'est et, en fait. Je peux me mettre à le faire. Et donc, me doter, enfin, alors moi, j'assume complètement, je ne sais pas si c'est moi qui l'ai utilisé, mais j'assume complètement, parce que je passe mon temps à dire ça à des clients. Il n'y a pas de... Enfin, soit vous décidez que toutes les boîtes qui n'ont pas une raison d'être à la base sont mortes demain, et voilà. Soit vous décidez que n'importe quelle entreprise peut le faire, à condition de le faire sincèrement. Et pour moi, la sincérité, ce n'est pas un test de vérité, genre est-ce que le dirigeant a l'hérétique, etc. Parce que ça, c'est compliqué. Et en tout cas, moi, ce n'est pas mon boulot de décider quels sont les humains qui sont éthiques et ceux qui ne le sont pas. En revanche, ce qui est très facile à voir de l'extérieur, pour savoir dans le temps si on a affaire à du raison d'être washing ou pas, c'est est-ce que c'est cohérent ? C'est-à-dire, est-ce que si je dis que je fais ça, alors derrière, et c'est là-dessus qu'on va faire l'atelier tout à l'heure, en tout cas qu'on propose de faire travailler les gens, parce que pour moi, c'est le seul critère, et au fond, c'est ce qu'essaie de faire un peu la loi PAC derrière, avec des choses top et des choses moins top de mon point de vue, ça n'engage que moi, c'est est-ce qu'une fois que j'ai dit ma raison d'être, c'est ça, alors est-ce que la mise en cohérence derrière,
elle va se faire dans le temps, donc ça ne peut pas être instantané. Au moment où ils disent ma raison d'être, est-ce que quand Carrefour dit ma raison d'être, c'est la transition alimentaire demain, pour moi, ça pose plein de questions. C'est qu'est-ce qu'ils vont faire sur le domaine alimentaire, qui est de mémoire à peu près 50% du chiffre d'affaires du groupe. Qu'est-ce qu'ils vont faire sur les autres secteurs qui ne sont pas dans ce truc-là, parce que le fait d'avoir choisi la transition alimentaire pour Carrefour, ça ne dit pas qu'est-ce qu'ils vont faire sur l'électroménager, le textile, les détergents, etc. D'accord ? Mais en tout cas, la seule chose au bout du compte, pour moi, qui dit c'est du pipeau ou pas, enfin c'est du bullshit ou pas, en gros, c'est est-ce qu'une fois que vous avez dit ça, vous changez les choses pour être au moins à la hauteur de ce que vous avez dit. Mais j'entends qu'après, je sais qu'il y a des points de vue autres, et je pense que la mise en œuvre de la loi Pacte, elle va être intéressante là-dessus, parce que je ne suis pas sûre qu'elle pousse complètement les entreprises à faire ça, mais elle essaie quand même de le faire objectivement, en disant, si je dis que ma mission c'est ça, alors il faut que je regarde derrière c'est quoi les indicateurs, c'est quoi les engagements, c'est quoi les objectifs. Pour ça qu'on a parlé pas mal, j'ai essayé d'amener pas mal les participants à parler de ce qu'ils font à partir de ça, y compris les choix difficiles, parce que Rochane dit notre modèle il est profitable, néanmoins quand elle explique, et pour avoir travaillé sur plein d'autres secteurs qui sont dans ces pays-là, que ça les oblige à ne pas faire de corruption par exemple, et pas faire de corruption, en fait ça coûte de l'argent, enfin je veux dire c'est ce qu'elle expliquait très bien, hein, ça coûte du temps, donc le temps c'est de l'argent, etc. C'est des choix qui ne sont pas évidents à faire et qui peuvent être faciles à faire de l'extérieur en disant bah oui leur éthique fait que, mais en pratique dans le business, quand vous avez des concurrents j'imagine qui arrivent et qui eux n'ont pas forcément les mêmes principes et qui eux perdent pas forcément 3 mois, bon, etc. Donc je pense que c'est vraiment le sujet clé. Ça va être la cohérence et aussi la transparence, c'est-à-dire la façon dont les entreprises vont être capables de raconter cette histoire-là, de raconter aussi les dilemmes qu'on évoquait tout à l'heure. Merci beaucoup en tout cas de votre question. Merci à vous trois vraiment d'être intervenus aujourd'hui. Et merci à tous de votre présence.